Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Vincent Courboulet. Vincent, du coup tu es maître de conférence à La Rochelle Université, directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable que tu as cofondé. Et depuis peu, tu es expert numérique auprès du comité de transformation écologique de l'organisation des Jeux de Paris 2024. Donc ça fait beaucoup de choses. Je te propose de te présenter en quelques mots. Eh ben écoute, bonjour, merci, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. Eh ben écoute, je pense que t'as assez bien résumé. Mon vrai métier dans la vie civile, je suis enseignant-chercheur en informatique depuis une vingtaine d'années à La Rochelle Université. Et puis dans le cadre de la vie plutôt de l'implication citoyenne, j'ai cofondé cette association Loi 1901, qui est l'Institut du numérique responsable, qui œuvre pour essayer d'améliorer et de réduire les impacts du numérique et d'améliorer, on va dire, son empreinte sociale ou environnementale. Et puis ce travail à la fois de recherche, d'enseignement et cet engagement citoyen a fait que Paris 2024 m'a demandé d'intégrer ce comité pour essayer de les aider à réduire l'ensemble de leurs impacts et en ce qui me concerne l'impact du numérique. Donc vraiment très très bon résumé de mon parcours. Super, merci beaucoup. On reviendra à ce projet Paris 2024 que je trouve vraiment incroyable. En attendant, est-ce que tu peux me dire du coup qu'est-ce qui t'a fait te poser cette question sur le numérique responsable? Tu vois, on dit donc tu es maître de conférence, ton job d'enseignant c'est l'informatique. Ouais. Voilà, comment est-ce que tu imbriques ça et surtout quel est le chemin qui a fait que tu as voulu changer ta façon de réfléchir le numérique? Alors, si je voudrais scier la branche sur laquelle je suis assis, je te dirais que c'est la flemme. Si je voudrais être un petit peu plus optimiste, positif, je te dirais que c'est la volonté d'alignement. Le métier d'enseignant-chercheur, c'est un métier avec une triple casquette, donc enseignement, comme tu l'as dit, recherche et implication administrative. Et si tu rajoutes à ça la casquette de citoyen, la casquette de papa, et si tu mets en face de ça les journées qui font 24 heures, tu vois qu'à un moment donné, il faut choisir ses combats. Et à un moment donné, quand t'arrives, je sais pas, ça dépend de l'âge, mais moi c'était aux alentours des 35 ans. Je me suis dit, est-ce qu'on peut continuer à porter tous les combats ou à se faire imposer ses propres combats par d'autres? Et puis, tu te dis, c'est vraiment le mot alignement qui s'impose. C'est il faut que je sois performant en enseignement, en recherche, en administratif et en implication citoyenne. Choisissons son combat. Moi, je suis formé à l'informatique. Ok, très bien. J'ai une sensibilité développement durable pour faire très large. Essayons de coupler les deux. Et puis très rapidement, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes problématiques et d'énormes enjeux. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commencer petit à petit à m'intéresser à la question. Et puis en s'appuyant sur d'autres compétences et en travaillant avec d'autres super personnes, on arrive petit à petit à changer le monde, alors qu'on était parti au début en se disant je vais creuser ça sans garantie. Ok, ça c'est pas du tout la version flemme du coup. Ouais, non, ça non. Non, parce que les journées font toujours hélas que 24 heures. Ok, est-ce que tu peux me donner peut-être le constat que tu as fait qui t'a fait te dire ok, c'est cette parce que tu as attendu quand même tes 35 ans pour te dire il y a un changement à faire. Ouais. Quel était le constat qui t'a poussé du coup à entreprendre plutôt du côté du numérique responsable du coup? Quelle est en gros la situation actuelle du numérique et les chiffres qui t'ont fait te dire ok, là il faut que ça change?
Les chiffres, alors il y en a plein, hein. En fait, tout a commencé, alors on va se la faire. Il était une fois il était une fois un cours qu'on m'avait demandé de monter et qui s'appelait informatique et développement durable. On est dans une université qui se veut très orientée sur le développement durable et on avait un président qui nous a dit à toutes les filières, ce serait bien que pour tous les troisième années de licence, quelle que soit la filière, vous créez un enseignement qui s'appelle par exemple mathématiques et développement durable si vous êtes en maths, chimie et développement durable si vous êtes en chimie, et informatique et développement durable si vous êtes en info. Et c'était à l'époque quelque chose qui était vraiment très très difficile à associer, et il a fallu trouver une victime pour assumer ce cours, et tout le monde en fait un pas en arrière, et puis moi j'ai pas bougé, donc je suis sorti des rangs naturellement, et je me suis retrouvé à finalement à devoir monter un cours. Et plus je creusais, plus je voyais des problématiques d'extraction de minéraux, d'extraction de terres rares, des problématiques sociales d'enfants qui travaillaient dans des mines, des émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de valeur, de l'obsolescence déjà des matériels assez obsolescents, vraiment un cynisme assez hallucinant de la part d'un certain nombre de décideurs sur leurs salariés, leur business model. Et en fait, tout ça, finalement, je l'ai pris un peu de plein fouet, assez violemment. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu cette espèce de prise de conscience, alors il y a 10-15 ans à peu près, hein, à une époque où globalement c'était pas du tout dans le mindset des gens, on était encore un petit peu sur la fin des années 90, les années 2000, où c'était un petit peu l'époque de l'argent roi, des réussites à Wall Street, des teenagers qui sortaient à peine des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs et qui devenaient rapidement multimilliardaires. Suivez mon regard pour les réseaux sociaux, etc. Et c'était pas du tout dans le mindset des gens de dire, mais tu sais que l'informatique ça pollue. Bah non, l'informatique ça pollue pas. Mon ordinateur il a pas de pot d'échappement, et puis mon téléphone on vient de me le livrer dans un emballage en carton recyclé. Donc arrête de me dire des conneries. L'ordinateur, la numérique ça pollue pas. Donc il a fallu, on a récupéré une espèce de terrain vague. Une vitrine très belle, hein, une vitrine magnifique avec des néons, des trucs très glamour, et derrière un terrain vague avec aucune connaissance, avec aucune structuration, avec quasiment aucune association. Et on a été quelques-uns à vraiment essayer de travailler la terre, la terre de cet aspect numérique. Et puis on a enlevé les cadavres, on a enlevé les épaves, et puis on a aplani la terre, et puis on a creusé, puis on a commencé à planter des graines. Et puis voilà. Depuis un an ou deux, les graines germent, le paysage est aujourd'hui visible derrière la vitrine très glamour, et on a peut-être maintenant plus que jamais une vision qui est plus systémique et plus globale du numérique. On sait que c'est toujours un super outil, et le fait, là aujourd'hui on est à je sais pas combien de centaines de kilomètres d'écart, on discute comme si on était face à face, on enregistre un podcast, voilà. Donc le numérique c'est juste un outil qui est génialissime, hein. Depuis l'électricité, je sais pas si l'humanité a développé un outil aussi génial, mais aujourd'hui maintenant on peut se permettre de dire oui, mais on le fait en conscience, on sait ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est clair. Bon, de mon côté, du coup, je suis dans mon bureau à Paris, et Vincent est chez lui à La Rochelle. Ok, tu disais du coup tout à l'heure, pour aller directement dans le vif du sujet, tu disais en fait on se rendait pas compte de cet impact de l'extraction des métaux, etc. Les enfants dans les mines, donc on voit pas forcément directement le lien. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le hardware, c'est le software. Quelle est la part du numérique dans en gros, la suractivité, la surdépense énergétique actuelle ? C'est quoi, en gros, les ordres de grandeur par rapport aux grands chiffres du réchauffement climatique qu'on connaît ? En gros, quelle est la part du numérique dans le dérèglement climatique, dans le dérèglement de la biodiversité, etc. 200 millions de personnes. Le numérique a l'impact de 200 millions de personnes à peu près. Tu veux dire du coup l'impact de la vie quotidienne de 200 millions de personnes ? Ouais, c'est ça. De 200 millions de Français en plus, hein, qui ont déjà eux-mêmes un impact qui est déjà 3 à 4 fois supérieur à ce que la Terre est capable d'encaisser. Les chiffres qui aujourd'hui commencent à être partagés et su et connus par tous, hein, entre 4 et 6% des émissions de gaz à effet de serre, dans une époque où on doit tous les diminuer. On est aujourd'hui avec un numérique
on est à peu près à 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par Français. Le numérique au sens très large, hein, les achats, le loisir, les équipements, etc., il est aux alentours de 800 à 1 tonne d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit dans un contexte où on devrait être tous à 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre pour permettre à la Terre de pouvoir s'en sortir, on voit qu'aujourd'hui, le numérique en prend déjà à lui seul 40 à 50%. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu. Alors, il faut pas il faut tous choisir son camp. Je dis pas que l'enjeu du numérique est plus important que celui du transport, de l'alimentation, de l'habillement, hein, mais je crois qu'il y a des personnes ultra compétentes pour s'occuper de ça, et je crois qu'il faut choisir ses combats. Le problème, c'est que trop de combats, ça désespère. Nous, l'avantage du combat qu'on a sur le numérique, c'est de dire que le numérique, c'est pas un mal absolu en soi. Le numérique, c'est génial, mais que justement parce que c'est génial, il faut le protéger de ces dérives, et en fait on est un peu les casques bleus du numérique, quoi. On dit on essaye de développer un usage raisonné du numérique sur ces fameux 4% d'émissions de gaz à effet de serre, sur ces fameux 5 à 8% de consommation de l'électricité mondiale dédiée au numérique, sur ces mines avec des pollutions massives des cours d'eau, des terres, sur ces travailleurs du clic dans l'ombre, sur l'uberisation de la société. Enfin, on voit que depuis l'extraction, la fabrication, l'usage et la fin de vie, les combats sont multiples. C'est quoi ce que tu appelles les travailleurs du clic ? Les travailleurs du clic, c'est ce qui fait que une intelligence artificielle est intelligente. C'est ce qui fait que il y a des milliers de personnes qui sont recrutées à l'autre bout du monde pour identifier des voitures sur des images, pour valider des captchas, pour faire de la reconnaissance automatique de texte, sur la reconnaissance automatique de paroles. Parce que quand si t'as une enceinte, enfin ceux qui ont une enceinte connectée chez elles et qui leur parle, à un moment donné, il faut bien que cette enceinte ait eu une base d'apprentissage énormissime pour dire quelle est la météo de demain. Il faut que ce bout de phrase là, avec mon accent du sud, avec ton accent de je sais pas où, avec l'accent canadien, etc. Il a fallu que des petites mains écrivent des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de fois. Quel temps va-t-il faire demain? À partir d'une captation de quelques secondes, et tout ça, c'est des petites mains qui les ont fait. On appelle ça les travailleurs du clic. Ok, super intéressant. Ça met bien en perspective ce qu'on imagine être de l'automatisation Exactement. Dans notre côté occidental. Quelle est la part du coup, peut-être sur quand on est un particulier, on se dit oui, mais moi ma part elle doit être très faible. C'est plutôt les data centers, c'est plutôt les entreprises qui hébergent du contenu à n'en plus pouvoir. C'est quoi en fait la part d'impact qu'on peut imputer à chacun? Alors sur les dernières études de greenIT.fr, on est à peu près à 60% des impacts qui sont liés à toi et à moi. Alors par rapport au data center et au réseau, on va dire il y a 3 tiers dans le numérique. Il y a le tiers qui fournit le service, okay. Les data centers, ces entrepôts où on stocke des serveurs et des disques durs à plus savoir qu'en faire. Il y a le réseau qui transporte la donnée, et puis il y a l'utilisation, l'objet terminal, mon ordinateur, ton smartphone, un micro, une enceinte connectée, que sais-je. Et en fait, les data centers sont excellemment bien gérés parce que c'est tellement cher que tout est optimisé. Les réseaux sont excellemment bien gérés parce que c'est tellement cher que tout est optimisé. Par contre, mon ordinateur, ton smartphone, le micro, l'écran, alors ça c'est du jetable. On en prend pas trop attention, sauf si ça coûte très cher. Mais aujourd'hui, le numérique a vraiment un droit d'entrée. Le droit d'entrée du numérique est quand même très très faible. Comparé à la puissance et à ce qu'il nous apporte au quotidien. C'est ça, ouais. Et comme on est aujourd'hui presque 4 milliards et demi d'utilisateurs, c'est 4 milliards et demi de petites gouttes d'eau qui ont un smartphone, une enceinte connectée, un micro, un casque, 2 écrans, 3 écrans, etc. Toutes ces 4 milliards et demi de petites choses, ça fait beaucoup plus que les data centers et beaucoup plus que le réseau. Donc en fait, la problématique, elle vient toujours pareil, du suréquipement et de la surconsommation, dont on n'est pas forcément les premiers responsables.
je jette pas la pierre sur ceux qui ont acheté du numérique à Noël, mais voilà, c'est cette masse d'objets renouvelés souvent trop vite, mal réparables, qui fait les plus gros dégâts. Mais ça veut pas dire que les data centers aujourd'hui n'ont pas d'impact. Hein. Aujourd'hui, tous les ans se construisent des dizaines, voire des centaines de data centers en fonction de la surface qu'on considère. Et tout ça, effectivement, ça a des empreintes sur l'artificialisation des sols, la fabrication des routes, le fait. Alors, il y a un concept que j'adore. Enfin, on pourra en parler si ça t'intéresse. C'est celui de data gravité. C'est-à-dire qu'en 94, il y a eu le Big Bang d'Internet, hein, et puis il y a eu des données partout, et un peu comme il y a eu le Big Bang il y a 4 milliards et demi d'années, et puis ça a mis des particules absolument partout, et petit à petit, en fait, ces particules s'attirent les unes les autres, et puis il y a des planètes qui commencent à apparaître comme Google ou Facebook ou Amazon, et en fait, on voit que plus ces planètes deviennent grosses, plus elles ont une capacité d'attraction qui est forte, une espèce de gravité qui est forte et qui attire à elle de plus en plus de données. Et puis voilà. Alors on sait comment finissent ces planètes et ces super planètes. Hein, ça finit souvent en des trous noirs. Pour l'instant, on en a connu quelques-uns des trous noirs. On a connu des réseaux sociaux, des Tumblr, on a connu des MySpace, etc., qui se sont effondrés sous leur propre poids parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure qui leur permettait de grossir. Pour l'instant, les gros qu'on connaît, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, côté occidental, mais il y a les mêmes côté chinois, développent en même temps l'infrastructure qui évite à leur planète de s'auto-effondrer. Mais la question, c'est jusqu'à quand ? Super intéressant. J'avais une question, je ne sais pas d'ailleurs si tu pourras me répondre, mais j'ai fait un parallèle parce que je lisais un article sur le marché des crédits carbone où on avait évidemment Air France donc, qui achète des crédits carbone à une société et cette société va lancer un projet par exemple de reforestation au Brésil. Et donc, en fait, on va avoir potentiellement le Brésil qui va revendiquer le fait qu'il a planté des arbres sur son territoire, donc il va vouloir revendiquer ses crédits, cette positivité carbone. Air France qui les a rachetés, qui va vouloir du coup obtenir cette positivité dans son bilan à lui. Et donc, en fait, on va compter peut-être plusieurs fois les mêmes crédits. Dans le cas du numérique, comment est-ce qu'on sait à qui imputer quel impact ? Par exemple, si on prend l'exemple d'une vidéo YouTube, est-ce qu'on donne l'impact environnemental ou numérique aux créateurs de la vidéo, aux visionneurs, je sais pas, à la plateforme qui l'héberge ? Pour l'instant, la notion de compensation carbone, de crédit carbone, elle est donnée plutôt sur le côté hébergeur. Okay. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on en est là. Ça, effectivement, ça n'empêche pas que les utilisateurs ont ces questions-là à se poser aussi. Hein. La compensation du crédit, la problématique de la compensation carbone pour le numérique, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle permet de masquer les 72 autres problématiques liées au développement du numérique, à savoir l'artificialisation des sols, les problématiques humaines, sociales, les bulles de filtre, les fake news, l'eutrophisation des milieux aquatiques. Voilà, elle permet d'apporter très facilement une réponse je fais ma part, donc maintenant je peux m'en laver les mains. C'est pas parce que tu vas compenser les émissions carbone de YouTube que ça va résoudre les problématiques de l'épuisement des minéraux et des terres rares nécessaires à la fabrication des disques durs pour le stockage des données. C'est très clair, et c'est comme pour tous les autres sujets, la compensation carbone n'est pas une fin en soi. Absolument, sachant qu'en plus la reforestation ou la forestation pose d'autres problématiques si elle est mal faite, etc. Et ça, je doute pas que peut-être tu as déjà fait un podcast. Oui, je renvoie tous les auditeurs vers l'épisode avec Jonathan Guyot.
Voilà. Donc là-dessus, je parlerai bien moins que de la reforestation, mais la reforestation n'a jamais été, on ne s'achète pas une conscience en plantant un arbre. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire, mais d'abord il faut éviter les impacts, ensuite il faut les réduire, et une fois que tu as fait cet effort-là, d'éviter et de réduire, là tu peux essayer de te dire, ok, j'ai la légitimité de planter un arbre. Il faut pas que la reforestation ce soit une satisfaction de riche pour dire je m'en lave les mains. Tout à fait. On dit du coup c'est sur les émissions incompressibles, donc de fonctionnement de la société qu'on utilise donc c'est le dernier recours pour compenser nos émissions. Bah écoute, tu as fait une transition parfaite. On a bien dressé le constat, ce qui va pas. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable ? Eh ben, le numérique responsable, c'est le nom qu'on a trouvé parce que le numérique durable, c'était pas plus crédible que ça. Le numérique responsable, c'est le développement durable appliqué au numérique. Le numérique responsable, c'est l'outil qui permet de concilier la transition numérique de nos sociétés avec les urgences climatiques et sociales. C'est le fait d'avoir un numérique qui assume ses impacts en essayant de les réduire au maximum. Voilà. C'est vaste. C'est réduire les impacts environnementaux du numérique. C'est utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux d'autres procédés. C'est à peu près la même chose pour le social. Réduire les impacts sociaux du numérique et utiliser le numérique pour réduire les impacts sociaux d'autres procédés. Donc voilà, c'est les trois piliers du développement durable qui sont prospérité, environnement et je l'ai en anglais, excusez-moi, société, voilà, people, planet, prosperity, appliqué au numérique. Voilà, c'est juste essayer de faire du numérique en conscience. Ok, alors je vois un peu comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte numérique. En revanche, réduire les empreintes d'autres secteurs grâce au numérique, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu ça ? Alors, c'est quelque chose de très dangereux dans son concept, parce que si tu t'arrêtes à quelque chose à la simplicité de la simplicité des exemples, tu peux complètement dévoyer le procès. Par exemple, le télétravail permet de réduire les impacts environnementaux du travail. Parce que j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour aller travailler. Si tu t'arrêtes là, voilà comment le numérique peut réduire les impacts environnementaux d'autres procédés. Ça n'empêche que ça, c'est un effet direct. Les effets indirects, c'est que les gens déménagent et habitent plus loin, ce qui fait que quand ils reprennent leur voiture pour aller bosser, l'impact est démultiplié, voire ils prennent la voiture plusieurs fois chez eux pour aller chercher les enfants, les amener, aller chercher le pain, faire 3 courses. Donc voilà, tout ça en fait c'est très 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 complexe. Il peut y avoir aussi augmentation des visioconférences, finalement l'impact numérique augmente. C'est ça, et puis il y a aussi des augmentations de malaise. Si le numérique envahit trop nos vies, mais à côté de ça, le numérique permet aussi de mieux les répartir. On peut travailler plus facilement quand on veut, plus grand accès à l'information, et on sait que la vraie information, c'est l'étape préalable à une action efficace. Les podcasts que tu proposes permettent d'enrichir la connaissance des gens et les éclairent. Donc on peut dire que le numérique, dans ce sens-là, réduit les impacts environnementaux d'autres procédés en informant les gens. Donc ça peut aussi être de la surveillance des réseaux d'eau pour éviter les grosses fuites. Donc mais par contre équiper sa maison d'ampoules connectées, c'est complètement ridicule. Donc voilà, ça peut être utile comme ça peut aussi être impactant. Il faut faire preuve de bon sens. C'est vrai qu'on n'a pas défini vraiment numérique, mais ça touche à beaucoup plus que juste le téléphone et l'ordinateur. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, tout est numérisé. Hein. C'est les échanges, l'information, le divertissement, les loisirs, les achats. Bref, dès que tu utilises ta télécommande universelle que tu as dans la poche ou sur ton bureau et qui s'appelle un smartphone, on peut dire qu'aujourd'hui le process est numérique. Ok. Alors revenons peut-être sur ta casquette d'enseignant en informatique. Comment est-ce que tu appliques du coup ça dans tes cours concrètement? Comment est-ce que ça se concrétise d'ailleurs? Quels sont en gros les éléments, le langage, les points que tu donnes à tes étudiants pour essayer de les driver vers quelque chose de plus responsable dans leur futur métier?
Eh ben écoute, je fais un peu l'approche que t'as utilisée pour ce podcast, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je positionne les impacts du numérique dans une vision plus grande du développement durable. Je leur dis souvent, si je vous prends en photo un objet au milieu de la banquise, ça va être dur de me déterminer sa taille. Parce que vous aurez pas d'éléments de référence. Donc voilà, on discute beaucoup du cadre global, hein, de l'état du monde. People, Planet, Prosperity, pas simplement gaz à effet de serre et réchauffement climatique, mais aussi problématiques sociales. Alors évidemment, c'est pas mon job, hein, mais en tout cas, je pose un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, je positionne le numérique avec les impacts directs, en disant que le numérique, ce n'est pas évidemment que le mal absolu. Je leur dis, regardez aujourd'hui le simple fait d'avoir un smartphone, combien d'objets ça vous évite d'acheter. Alors eux ils s'en rendent pas compte, mais je sais pas quel âge tu as, Xavier, mais ouais, 27 ans. 27 ans, ouais, donc t'es encore jeune, mais aujourd'hui, enfin moi j'en ai 45, mais mon smartphone remplace un dictaphone, un agenda, un appareil photo, une caméra, un journal, un réveil, enfin voilà, il remplace, j'ai fait le calcul, il remplace à peu près une vingtaine d'objets différents. Et ces objets différents aujourd'hui n'ont plus à être manufacturés, à être achetés et à être jetés. Donc j'essaye aussi de leur apprendre à avoir du recul, de voir que derrière la vitrine glamour dont je parlais tout à l'heure, il y a une arrière-boutique qui est franchement dégueulasse, mais que c'est pas parce que l'arrière-boutique est sale que le commerce est pourri, quoi. C'est comme le Bitcoin. Je prends beaucoup cet exemple du Bitcoin, de dire ouais, mais le Bitcoin ça pollue. Ouais, c'est vrai, ça pollue, mais le concept de crypto-monnaie, c'est pas parce que le Bitcoin n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux que le concept de crypto-monnaie doit être jeté à la poubelle. Et c'est ça aussi, c'est le numérique, c'est prendre du recul, être capable d'avoir une vision critique de l'objet qu'ils auront à manipuler, parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants en informatique, de prendre du recul de l'objet qu'ils auront à manipuler, de reprendre une conscience de l'objet qu'ils ont entre les mains, de voir d'où il vient et où il va, que c'est un objet qui a de la valeur, parce que derrière, il y a, allez, sans dramatiser, mais il y a du sang, de la sueur et des larmes. Voilà. Et il faut qu'ils en aient conscience que cet objet numérique de haute technologie est aussi précieux parce que il a de l'impact et qu'il faut en prendre soin. Ok. Oui, tu voulais dire autre chose? Non, j'allais dire ça, c'était plutôt pour le côté la première approche. Et puis on développe aussi une approche de conception responsable de services numériques qui est là un petit peu plus technique. Comment est-ce que vous allez faire, vous, futurs développeurs de services numériques, pour faire un service éco-conçu ou un service responsable? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, il y a deux étapes. C'est une prise de conscience macro. Et maintenant que vous avez pris cette conscience macro, qu'est-ce que vous, en tant que futur développeur, vous allez pouvoir faire? Et comment est-ce que vous allez pouvoir créer de la valeur avec vos services? Ok, et là concrètement, ça s'articule comment? C'est utiliser des technos de code qui sont light, utiliser du graphisme qui est light, des hébergeurs qui sont verts, ou je sais pas comment on dirait. Oui, donc ce que tu dis là, c'est effectivement le côté très tech, mais il faut pas du tout oublier tout un côté amont qui est finalement de dire comment est-ce que je développe le service, quelles sont les fonctionnalités que je mets dedans, parce qu'on peut développer avec les meilleures technologies du monde et le data center le plus vert du monde, le site qui va donner l'astrologie chinoise de votre chat domestique, voilà. On peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert de bien faire les choses si l'objet en lui-même n'est pas utile? Donc, je leur apprends à se poser la question et à challenger le besoin client et de faire une vraie distinction entre le besoin client et l'envie du service. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, on peut plus se permettre de répondre à des envies, on est obligé de répondre à des besoins. Donc ça, c'est vraiment challenger le besoin. Et puis après, il y a aussi tout le côté accessibilité. Si tu vas dans un bâtiment public aujourd'hui ou même dans un bâtiment privé, tu trouverais ça choquant qu'une personne en fauteuil roulant ne puisse pas rentrer dans le bâtiment parce qu'il y a 3 marches. Et tu dirais mais ces gens-là, mais ils sont vraiment dégueulasses de pas avoir pensé à eux.
En fait, on peut dire la même chose par rapport à l'immense majorité des sites internet aujourd'hui. L'immense majorité des sites internet aujourd'hui, elles ont les fameuses 3 marches pour les personnes en situation de handicap, mais elles ont leurs 3 marches pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc aujourd'hui, entre la fracture numérique, l'électronisme et l'accessibilité, c'est aussi des enjeux forts pour les nouveaux services. Donc moi, ce que je leur apprends, c'est à développer des services utiles, utilisables par tous, et utilisés. Et utiliser, ça veut dire faire du bon code, faire de la bon hébergement, réduire les données. Bref, voilà, c'est toute une série de bonnes pratiques autour de la conception responsable de services numériques. Mais il faut sans oublier le social et le côté humain, évidemment. Super intéressant. Vincent, comment tu vois le futur ? Tu m'as parlé tout à l'heure de data gravité. Je pense que je peux le lier à peu près au web 2.0, c'est-à-dire le développement de l'internet du consommateur, c'est-à-dire un peu décentralisé, où on pouvait interagir les uns avec les autres, et plus un internet un peu consultatif. Là, on est en train de se diriger vers ce qu'on appelle le web 3, donc tu en as parlé toi-même, les cryptos, les NFT, les métaverses, donc une décentralisation encore plus importante avec une participation de tous encore plus importante, au détriment même des gouvernements, des États. Comment est-ce que ça s'articule dans un numérique responsable ? Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut d'ailleurs boycotter le truc ? Tu n'avais pas l'air de dire que c'était la bonne solution, notamment pour certaines crypto-monnaies. C'est quoi le bon chemin ? Je sais pas. J'aurais sûrement pas l'outrecuidance de dire le bon chemin c'est ça. Ce que je vois, c'est que la décentralisation dont tu parles, en fait, elle est de façade. La décentralisation dont on parle, elle est annoncée par les mêmes personnes qui sont en train de finalement de recentraliser l'internet, mais cette fois-ci non pas entre les mains publiques d'État, mais entre les mains privées. Donc moi, j'ai pas vraiment le sentiment qu'aujourd'hui l'internet se décentralise. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'il se recentralise justement par cette notion de data gravité. Aujourd'hui, en fait, les planètes, elles sont plus avec un drapeau d'un pays, elles sont avec le drapeau d'une marque. Je pense que le numérique est aujourd'hui incontournable, est un élément fort, une marque de fabrique de nos sociétés, parce qu'il répond à une exigence qui n'est pas dite, mais qui est vécue, d'accélération de la société. Quand la révolution industrielle est apparue, en fait, la machine à vapeur a permis d'aller plus vite dans les travaux parce qu'elle a mécanisé le travail humain. Le numérique a encore plus accéléré ce monde-là parce que il a mécanisé ou numérisé les échanges. Donc, en fait, ça va. Étant donné que je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir on va pouvoir faire machine arrière et on va pouvoir ralentir. Le numérique va toujours s'imposer. Est-ce qu'il va s'imposer par un métaverse ? Est-ce qu'il va s'imposer par autre chose ? Je sais pas. Par contre, j'ai des craintes. Moi, ma crainte principale, elle est sur aujourd'hui un Internet à 2 vitesses, voire un schisme d'Internet. J'ai peur que assez rapidement on ait de technologies qui apparaissent, une technologie, deux infrastructures. Voilà, j'ai peur du schisme de l'infrastructure. Aujourd'hui, on a déjà 2 infrastructures. On a l'internet chinois en gros et l'internet occidental, où on n'a même pas les grands géants qui sont en Chine. Nous, on les connaît même pas. Les accès sont limités pour la plupart des applications américaines, européennes en Chine, surtout américaines. Mais là, on est plutôt sur ce que tu décris très justement là. En fait, c'est un double internet, toujours de services de filtrage. Moi, j'ai peur d'une vraie double infrastructure avec des technologies différentes. Voilà, j'ai peur de cette scission d'infrastructure. Je sais pas si elle arrivera, mais j'ai peur de cette scission d'infrastructure qui créera de facto un espèce de mur de silicium. On a connu le rideau de fer. Je pense qu'on
pourrait connaître un jour un rideau de silicium qui là me ferait vraiment flipper. Donc voilà, c'est un peu la crainte que j'ai aujourd'hui. Après au niveau avenir et futur, on est toujours coincé entre deux blocs, un bloc libéral d'économie de la donnée et un bloc communiste de surveillance de la donnée. Voilà. Alors si j'étais optimiste, je dirais que j'espère que l'Europe sous 10 à 15 ans sera capable de faire émerger une troisième voie. J'y crois. J'y crois parce que je pense que les hommes et les femmes politiques de l'Union européenne, après s'être fait berner pendant des années par un discours de la main invisible du marché ou le numérique est votre ami, est en train de se réveiller avec une sale gueule de bois. Et je pense qu'on aura 10 à 15 ans pour s'en remettre et pour proposer une alternative. Ce qui m'effraie, c'est la rapidité avec laquelle aujourd'hui le système évolue. Mais par contre, et je suis peut-être un des derniers, mais je fais confiance à la politique pour résoudre les problématiques à partir du moment où on va mettre en face des vraies problématiques, des vraies solutions. Peut-être que je suis utopiste, en tous les cas ça me tient, parce que sinon, en fait je crois fondamentalement à une voie alternative entre 1984 et le meilleur des mondes. Ok. 1984 est un monde plutôt chinois, le meilleur des mondes est un monde plutôt américain, et je crois fondamentalement qu'à partir du moment où, collectivement en Europe, on sera capable de proposer un récit numérique qui dira pourquoi est-ce que le numérique peut être utile et comment est-ce qu'il doit être utile, on arrivera à mettre en face des solutions. Pour l'instant, on a un numérique qu'on subit, on n'a pas un numérique qu'on choisit. Et je pense que ces 10 prochaines années vont peut-être être le moment idéal pour développer un récit collectif européen d'un numérique choisi. L'Europe a été très très vite pour la création et la mise en place du RGPD. Là qui s'adresse plutôt à la protection de la vie de l'utilisateur, protection des données, mais je pense que ça peut être mis en parallèle. Est-ce que sur ces régulations-là, on a des travaux qui sont en cours au niveau européen? On sait que l'Europe, sur ces sujets-là, est clairement le continent le plus rapide. Oui, c'est normal. Le continent américain est dominé par l'Amérique, l'Asie est dominée par la Chine, l'Afrique est en train de devenir un territoire, une espèce de guerre froide numérique où la Chine et l'Amérique sont en train de s'opposer. Donc aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que l'Europe n'intéresse pas les deux superpuissances. Donc elle nous laisse un petit peu encore. Les deux superpuissances sont intéressées par nos euros, notre argent, ça c'est clair. Mais elle nous laisse encore un petit peu faire ce qu'on veut. Elles sont de plus en plus inquiètes par les solutions qu'on propose. Le Digital Act, etc. Ouais, le Digital Service Act, etc. Les deux projets là sont un petit peu inquiétants pour les gros opérateurs. Et je pense que ces entreprises là ne sont pas prêtes dans leur mindset et dans leur solution à être à pouvoir accompagner la révolution de société qui s'annonce avec la résilience et le changement climatique. Je pense qu'elles sont pas prêtes. Ce qui est peut-être une des solutions une des solutions qu'on a, c'est de dire il y a une urgence climatique et sociale. Nous, on va raconter un récit collectif du numérique dans lequel on va mettre des contingences aux entreprises pour qu'elles puissent être utiles. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas utiles. Elles détruisent des emplois, elles détruisent le tissu social, elles le brisent la société. Ça y est, ça commence à rentrer au niveau des politiques. Donc il faut que les politiques, en fait, puissent utiliser le numérique pour réenchanter le débat un petit peu. Et ça y est, les pièces commencent à se mettre en place. Alors peut-être que le jour où on sera plus du tout intéressant pour eux, parce que, enfin,
américains et chinois, et je parle du numérique américain et du numérique chinois, ils feront leur beurre sur les marchés émergents, l'Afrique et puis les pays du tiers-monde, exactement comme ce qui s'est passé pour le tabac. Hein. Je veux dire, le jour où l'Europe s'est réveillée en disant « Mais putain, le tabac, ça nous coûte cher quand même. Entre les cancers, les morts, etc., notre jeunesse, et puis finalement, tout part dans des fabricants qui sont hors de l'Europe. Le jour où les fabricants ont réalisé ça, ils sont allés envahir l'Afrique, ils sont allés envahir l'Asie du Sud-Est, etc. Donc ils ont juste changé de territoire de jeu. Peut-être que c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est ce qui peut arriver. On va bientôt plus les intéresser. Ok. Revenons peut-être du coup sur le sujet que je voulais évoquer, que j'avais dit qu'on allait évoquer au tout début, ton rôle sur le projet de Paris 2024. C'est un peu inédit. Qu'est-ce que le comité olympique souhaite faire sur ces jeux-là? Alors j'ai lu que ça devait être les premiers jeux neutres en carbone. Il faut toujours être un peu méfiant de ce genre d'allégations, parce que pour rappel, comme nous le disent la plupart des invités, on ne peut être neutre qu'à un niveau global. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique sur le numérique et comment ça se concrétise? Alors, les Jeux Olympiques de Paris, à la différence d'un certain nombre d'autres Jeux Olympiques, souhaitent être exemplaires. Alors, dans la fabrication dans la non-fabrication des équipements, dans une gestion humaine, etc. Et alors, c'est très complexe. Hein. Les JO, moi je découvre petit à petit, c'est très très complexe. Il y a le CIO, puis il y a Paris 2024, donc chacun a son périmètre, il y a des obligations, enfin voilà, il y a des partenaires obligés qui sont fournis par le CIO. Bref, c'est très très complexe, mais ça n'empêche qu'ils ont une vraie volonté d'essayer de limiter au plus possible les impacts négatifs de Paris 2024. Je te donnerai un exemple simple. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'utilisation du plastique à usage unique sur les sites. Bon. C'est une bonne idée ou pas, voilà, ça va dépendre. Hein. Mais ils se sont dit on a des enjeux, de biodiversité, on a des enjeux d'utilisation de l'énergie, on va devoir nourrir des dizaines de milliers d'athlètes, on va devoir fournir des dizaines de milliers de repas. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce que on a dit qu'on voulait être exemplaire. Alors exemplaire, ça veut pas dire excellent. Hein. Ça veut dire on veut vraiment essayer de faire le plus possible. Et chose qui est vraiment intéressante, c'est de dire même s'il y a des points où on pourrait être mieux, au moins on va essayer de laisser un héritage dans lequel on va dire voilà ce qu'on a mal fait, voilà ce qu'on aurait pu faire. Donc en fait, c'est de considérer que des Jeux Olympiques, c'est à Paris, c'est un élément d'une grande chaîne avec tous les Jeux Olympiques précédents et tous les suivants, et ils veulent essayer de faire en sorte que ces Jeux Olympiques soient les plus utiles possibles et les moins impactants. des JO, quoi. Alors, j'ai failli dire ça, et je me suis dit, quand je vois l'échec de la COP21, je vais pas prendre cet exemple-là, mais oui. Ouais, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on apporte des pierres à l'édifice, voilà. Et pour ça, ils ont des équipes qui sont ultra brillantes, ultra motivées, ultra compétentes, et j'en côtoie beaucoup. Hein. Coucou Florian, coucou Benjamin, vous êtes vraiment top. Coucou Georgina, et tous les autres que j'ai oubliés et que du coup je vais devoir leur payer l'apéro, mais c'est pas grave. Et donc ils ont dit on va juste essayer de voir avec des experts, alors même si je déteste ce nom-là, mais bon, avec des spécialistes ou avec des gens qui ont une compétence dans le domaine, de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Et donc ils ont dans biodiff, climat, énergie, restauration, économie circulaire, numérique, construction, voilà, ils sont allés chercher une personne qui avait selon eux le bon mindset pour essayer de les aider à être meilleurs. Voilà. Et c'est en toute humilité, on relève nos manches et en toute humilité, on va essayer de faire ce qu'on peut dans un écosystème bourré de contraintes, parce que quand même, la contrainte ultime, c'est de délivrer les jeux et de créer un événement exceptionnel.
eh ben, avec cette contrainte-là, et puis toutes les contraintes partenariales, etc., ben, on va essayer de faire en sorte de réduire le plus possible l'empreinte. Et puis si on le peut pas, ou si on le peut pas partout, ben, essayer de faire en sorte que Los Angeles 2028 puisse bénéficier le plus possible de notre expérience pour elle-même apporter sa pierre à l'édifice et contribuer globalement au rayonnement de jeux plus propres, plus simples, plus utiles. Ok, et concrètement du coup sur la partie numérique, tu as déjà eu l'occasion de travailler dessus, tu as déjà des propositions Ouais, ben on a travaillé sur les achats, parce que c'est des dizaines de milliers d'équipements à acheter, sur qu'est-ce qu'on fera de ces achats après, parce que Paris 2024, ça a quand même cet avantage de savoir qu'en 2025 ça n'existera plus. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de milliers d'équipements, comment est-ce que les 160 ou 200 services numériques qu'on va devoir développer s'appuient sur de la conception responsable, comment faire en sorte que on prend un peu le périmètre aujourd'hui le plus large possible du numérique et on voit en fonction des capacités qu'on a d'action, des contraintes et du planning, comment est-ce qu'on peut essayer d'agir et d'œuvrer pour que le numérique fasse sa part, parce que ce que Paris 2024 a annoncé, c'est qu'ils avaient un budget carbone et qu'ils ne devaient pas dépasser ce budget carbone. Alors à défaut de la neutralité carbone, eux se sont fixés un budget carbone et en fait le numérique doit à sa part, à son quota carbone, et on ne doit pas dépasser le quota carbone, donc il faut pas faire n'importe quoi. Ah, c'est assez inédit je trouve comme façon de concrétiser un budget. Ouais, c'est juste génial, vraiment. Enfin, moi, je suis. Alors déjà à la base, quand ils m'ont proposé ça, j'ai dû mettre à peu près une semaine avant de redescendre, d'atterrir, de la joie que j'ai eu à participer à cet événement-là. Mais ils ont une approche qui est pragmatique, professionnelle, compétente, humble, qui est emballante. Trop bien, super. Bah écoute, bravo et puis je te souhaite tout le meilleur sur ce projet. Et sur la suite, j'imagine, parce que j'imagine qu'il faudra aussi se charger du démantèlement, entre guillemets. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent l'héritage. L'héritage, ouais. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc, on réfléchit à des programmes de recherche qu'on pourrait mettre dans la corbeille de mariée, des outils d'évaluation, etc. Enfin, c'est génial, c'est génial. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Merci à toi de faire ce genre d'émission, ce genre de podcast qui permet de pouvoir avoir un écho supplémentaire à des causes qui portent des gens comme moi ou comme toi ou comme tout ce que t'as déjà interviewé, et qui font que on peut parler à plus de monde que ce qu'on aurait fait sans toi. Donc voilà, merci c'était juste un petit merci. Super sympa. Et puis, du coup, je compterai sur toi pour le partager aussi. Ça marche. Tu peux compter là-dessus. Ça marche, merci. Salut Vincent. Merci, salut Xavier. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.